La technologie soulage, elle exécute, elle simplifie. Mais quand la confiance devient automatisme, le risque apparaît. Celui d'oublier de penser soi-même. Faut-il tout déléguer à la machine? Ou faut-il préserver un équilibre entre assistance et responsabilité? La relation est utile, mais l'autonomie reste essentielle. L'humain reste garant de l'intention, et c'est là que tout se joue. J'entends, c'est affreux dans la salle. Une vidéo réalisée par mes trucs. En fait, si l'on entend cet affreux, il y a une réaction un peu comme ça tout à l'heure. C'est plutôt le sujet. Et donc, cette vidéo est très bien réalisée pour montrer le sujet qui est le nôtre désormais. C'est comment être garant de l'intention que l'on a. Alors, très honnêtement, il y a des intentions que je serais ravie de plus avoir dans cette vidéo. En passage, sortir les poubelles, quoique sortir les poubelles, parfois ça peut être sympathique. Mais est-ce que vous avez une réaction à cette vidéo? Peut-être Laura Tokmakov, vous êtes cofondatrice et directrice de la fondation Impactia. Est-ce que vous voulez démarrer et nous donner votre avis? Alors, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est l'image de, je la découvre en même temps que vous, c'est l'image de cette main où on voit qu'elle est manipulée quelque part. Et ce qu'il y a aujourd'hui de très très fort avec l'intelligence artificielle, c'est la capacité à influencer sur notre comportement. Alors quand on dit ça, on voit tout de suite évidemment le côté négatif, influencer mon comportement sans que je le décide. Mais il ne faut pas oublier dans cette technologie, je précise, je ne suis pas une technocrate et je ne crois pas que la technologie va sauver le monde. Je crois vraiment que c'est l'humain et l'humaine qui a le monde sauvé, le monde qui a un monde à sauver. Mais ce qu'on voit ici, c'est que cette technologie, elle peut aussi être hyper pertinente pour permettre à des personnes de modifier leur comportement dans un bon sens. Si par exemple je suis diabétique, je sais exactement ce que je devrais manger, ce que je peux manger, quels sont les gestes à faire pour que je sois en santé, mais je n'arrive pas tout le temps à le faire. Et si tout d'un coup dans sa poche on a quelque part une technologie qui, à force de discuter avec nous, à force de nous dire, sans être dans un jugement ou comme ça, mais qui arrive à nous faire basculer d'un côté d'un bon comportement, et voilà, ça change aussi la donne pour nous, humains que nous sommes. Donc il y a toujours ce revers de la médaille, et je pense que la discussion avec l'IA, c'est qui est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'intention d'utilisation derrière, et quelle est la possibilité pour nous que ce soit un bien commun et pas un bien de consommation où nous devenons le produit. Oui, je vous propose pendant le premier temps de cette table ronde, qui sera en 3 temps, premier temps sur les limites de l'IA. Et on voit bien, elle est puissante cette vidéo finalement en nous montrant ces marionnettes comme ça qui vont nous manipuler. Commençons par la question des limites et des risques. Alors peut-être vais-je me tourner vers vous, Jean-Jacques Koller, vous êtes expert en gestion des risques. Vous avez plus de 15 ans d'expérience, grande prise et assurance gestion de crise. Je pense important, dans un premier temps, de définir ce qu'est un risque. S'agissant d'un risque en entreprise, mais nous sommes tous, même en entreprise, un individu, donc des risques en entreprise, mais aussi dans notre vie privée. Ok, donc je vais reprendre en fait la définition qui a été donnée par ISO. Donc en fait, c'est l'effet d'incertitude sur les objectifs. Alors pour l'exprimer, si je prends un exemple, une boulangerie par exemple, l'objectif c'est de vendre des pains, etc. Quels sont les risques liés à ma boulangerie? C'est peut-être que le four ne démarre pas le matin, c'est peut-être que le boulanger même soit malade, absent. Donc là, vous voyez que là, c'est des effets un petit peu négatifs, mais il y a également des effets positifs. Comme risque, je pourrais avoir quelqu'un qui vient tôt le matin et me prendre une très grosse commande, ou alors le développement du quartier, si c'était une boulangerie de village, et puis un quartier qui viendrait s'implémenter, donc je vais devoir me réorganiser. Donc voilà, donc c'est vraiment l'effet de l'incertitude sur mes objectifs en tant qu'entreprise. Et s'agissant de l'IA, il s'agit de regarder tous les risques inhérents à l'IA et comment on fait quand on n'est pas professionnel. Voilà, donc regardant l'IA,
Effectivement, on a aussi des risques, donc des opportunités qui s'ouvrent. Donc il y a le côté négatif, comme je l'ai dit, le côté positif. Au niveau des côtés un petit peu négatifs, on pourrait se poser la question de la manière dont les algorithmes ont été montés. On parle d'hallucination également dans les IA, la protection des données, où sont stockées les données, etc. Et puis ensuite, on a des opportunités, donc des choses qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui. C'est vrai que l'IA, quand on voit l'évolution entre il y a 6 mois et aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'écriture, dans la génération de texte, c'est beaucoup plus précis. C'est pas parfait, mais ça monte. On voit sur la génération peut-être vous êtes plus au courant au niveau des images, on voit l'évolution très rapide au niveau de ces IA. Voilà, donc il y a des effets positifs. Négatifs, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Donc c'est comment prévenir quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc on voit vraiment toute l'étendue de la difficulté de la chose. Alexandra Barclay, en termes de risque, je crois que vous aussi, vous devrez en aborder quelques-uns. Vous êtes délégué au numérique du canton de Genève, conseiller au numérique à l'innovation, maître de conférences, chercheur associé, et vous avez aidé à construire les guidelines sur les cas pratiques, les cas d'usage, sur l'usage public de l'IA, et notamment s'agissant des impôts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre tâche au sein de l'administration et quel serait le risque principal pour nous donner un garant plus tard, pourquoi pas aussi l'État de Genève et carrément la Confédération? Bien sûr, alors merci beaucoup pour ce mot d'introduction, Elsa. Effectivement, le rôle de délégué numérique, finalement, c'est ce qu'il fait. Il accompagne le Conseil d'État dans l'élaboration continue de sa politique numérique et puis s'assure que la voie, la perspective politique de Genève soit entendue sur le plan intercantonal et fédéral également. En termes de risque, effectivement, on a un double risque, si on veut bien, au niveau de l'État de Genève, c'est de ne pas saisir les opportunités qui sont offertes par la diffusion d'outils d'IA, et en particulier les outils d'IA générative actuellement. Puis l'autre risque, c'est effectivement de mal s'en servir, ou qu'on fasse un usage qui est incorrect, d'où la rédaction effectivement de ces lignes directrices qui ont été rendues publiques. Alors on a eu l'avantage de ne pas être les premiers à rédiger un tel document, et donc pu s'inspirer de ce que d'autres avaient fait, en particulier le gouvernement britannique. Donc ce document, vous le trouvez en ligne, c'est une ligne directrice qui pose un certain nombre de principes qui cadrent en particulier l'utilisation d'outils d'IA génératifs qui sont librement accessibles, ou en réalité tous les outils qu'on utilise accessibles sur Internet qui utilisent de l'IA. Donc ça inclut effectivement des solutions de traduction automatisée, ça inclut des solutions de type moteur de recherche qui utilisent aussi ce type de technologie. Les quelques grands principes sont les suivants. C'est d'abord d'encourager les collègues à être curieux, de dire voilà, c'est enfin, allez-y. Et en parlant de précision, là, vous parlez de l'utilisation en interne des collaborateurs et collaboratrices de l'administration publique, pas de nous, citoyens. C'est déjà en interne. Non, effectivement, c'est en interne. Alors, bien entendu que chacun est libre de l'utilisation qu'il va faire de ces outils-là. On n'a pas encore posé de cadre qui limitait la capacité de la population à utiliser ces outils. Ce ne serait pas nécessairement correct, effectivement. Ceci dit, dans une démarche de transparence et pour potentiellement inspirer d'autres organisations, peut-être aussi des particuliers, ces lignes directrices ont été rendues disponibles largement en ligne, on les a rendues publiques et donc vous pouvez les consulter pour voir comment nous on pense ces sujets-là et peut-être adapter à certaines de ces pratiques. Vous disiez qu'il y a un risque de ne pas s'en saisir. Ça veut dire quoi exactement? À l'État de Genève, la lecture qu'on a du numérique globalement, c'est la notion d'appliquer la culture, les pratiques, les processus, les modèles d'affaires aussi de l'ère Internet pour répondre aux attentes plus élevées de la population. C'est une définition qui a été posée par Tom Moosmore il y a de ça quelques années. Tom Moosmore, c'était le fondateur du Government Digital Service, une unité au sein du gouvernement britannique. À nouveau, en fait, ça fait 2 références aux Britanniques, c'est un peu par hasard aujourd'hui. Cette définition nous paraît intéressante parce qu'elle nous permet de mettre en avant que lorsqu'on parle de numérique, on parle aussi effectivement de technologie, bien sûr, mais peut-être pas principalement de technologie. Lorsqu'on adapte une technologie au sein d'une organisation, vous le savez tout aussi bien que moi, on a des questions de culture, des questions de processus qui viennent très très rapidement. Et l'autre point, c'est effectivement le fait que pour l'État, le numérique, c'est aussi de mieux répondre aux attentes des gens, de répondre plus rapidement aux attentes des gens. Et quand vous avez au quotidien des solutions technologiques numériques qui sont disponibles en quelques mouvements de la main dans votre poche, eh bien vous en attendez progressivement de même de l'État.
Et donc, on se doit d'adopter ces technologies pour des gains de qualité, des gains d'efficience. Vous devez d'être moderne et puis aussi de coller à l'évolution de la société. Merci. Là, on fait un tour de table, mais après, vous n'hésiterez pas, bien évidemment, à vous interpeller ou à vous répondre. Laura Takmakov, vous êtes fondatrice de Impact IA Foundation, qui porte une mission très noble. Je l'ai bien sûr, je vous ai lu, j'ai lu aussi la présentation que vous faites de votre mission sur Internet. Je trouvais intéressant que vous présentiez la mission de votre fondation auprès du public qui ne la connaîtrait pas, puisqu'on y décèle cette notion de risque, et j'ai eu l'impression que cette fondation était née de tous ces risques inhérents pour protéger et poser des limites. Alors, complètement, oui, cette fondation, elle est vraiment née du constat de dire aujourd'hui, et ça c'était en 2015, quand je dis aujourd'hui, on a commencé à réfléchir à ça, l'intelligence artificielle est une technologie qui va probablement être disruptive. En 2015, on la voyait probablement comme disruptive, et par ce fait-là, ça peut être une technologie qui peut nous permettre d'avoir un autre choix de société, d'avoir une alternative à une société où le travail, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, pourrait évoluer vers autre chose. Puis c'est vraiment parti là-dessus, c'est comment faire en sorte que l'impact du travail, que l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail soit positif et puisse profiter à l'individu, puisse profiter au tissu économique très suisse, PME, TPE, freelance, et aussi puisse profiter à la société civile. Et c'est vraiment de ces questions-là qu'on a commencé à lancer les réflexions autour de l'intelligence artificielle. Et puis petit à petit, au fil des années, depuis maintenant 2 ans, de voir en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet complètement en cause le contrat social tel qu'on le connaît, le contrat social entre l'État, l'individu et quelque part le tissu économique. Et comment on peut influencer ce contrat social pour arriver vers une société qui soit plus durable, qui soit efficiente et qui soit résiliente. Et c'est vraiment là-dessus. Donc, on a des initiatives, mais nos initiatives sont souvent des questions, on va aller chercher la société civile, on va aller chercher le canton, on va aller chercher les administrations publiques et dire, ok, quand on parle de risque, moi je pense que le risque principal avec l'IA, c'est que les gens ne s'en saisissent pas à tous les niveaux, pas s'en saisir pour s'en saisir à tout prix, mais ne comprennent pas les enjeux, les défis qu'il y a derrière et en fait s'en éloignent par peur et pas par choix. Donc il faut qu'on arrive, si vous êtes une entreprise, il y a un gros défi en faire une technologie fiable, parce que si la technologie n'est pas fiable, vous avez des utilisateurs et utilisatrices qui ne vont pas l'utiliser. Et en tant que société civile, individu, vous avez envie d'utiliser une technologie fiable. Et fiable, ça veut dire une technologie, bien sûr, dont le code est bien fait, mais c'est pas que. Et c'est surtout une technologie dont on perçoit une transparence, on perçoit une confiance, on perçoit qu'il y a une prise en compte de qui je suis dans ces apprentissages. On voit que les mots sont importants parce que là, vous parlez de technologie. Et en ce moment, on utilise beaucoup plus le nom IA, rapidement, un peu pour tout. Est-ce que vous feriez une différence entre la technologie, IA? En 2015, on parlait d'IA, mais pour des technologies avancées, ou on parlait de films tout à l'heure, Minority Report, AI, ce genre de choses, mais ce n'était pas le génératif. Alors, moi, je fais une différence parce qu'on entend souvent que l'IA est un outil comme les autres. Je ne pense pas que ce soit un outil comme les autres pour 3 raisons. La première, c'est un outil qui est capable de stimuler l'empathie. Et je vous assure qu'en tant qu'humain, que le simple fait de juste stimuler l'empathie, on y croit. C'est un outil aujourd'hui qui est en train de devenir de plus en plus agentif. Agentif, c'est-à-dire on commence à parler d'agent IA, c'est-à-dire que c'est plus un outil qui va vous répondre de façon probabiliste sur ce qu'elle a appris et quel est le mot le plus probable ou le dessin le plus probable, mais qui va fonctionner sur des objectifs. Et c'est un outil qui est ce qu'on peut appeler créatif dans le sens, elle prend quelque chose et puis elle en fait une nouvelle chose. Puis ces 3 choses ensemble font qu'en tant que société, on n'est pas très prêt à ça. Et on n'est pas très prêt à ça dans les relations avec ces entités non humaines, on n'est pas très prêt à ça pour imaginer qu'est-ce que ça va donner comme conséquence. Donc, c'est une technologie, oui, c'est un outil, ok, mais c'est pas un outil comme on avait l'habitude des outils actuellement.
c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Je vous voyais aussi de la tête Jean-Jacques Colère, aussi dans l'observatoire. Vous observez, qu'est-ce que vous observez d'ailleurs dans cet observatoire? Vous observez les risques, mais s'agissant de l'IA, et puis de cette notion d'outil malgré tout dangereux. Oui, donc en fait, dans l'observatoire des risques opérationnels, donc on étudie les risques opérationnels, et c'est vrai que naturellement, le sujet de l'IA est venu sur la table. Donc on a mené en fait une étude sur le sujet, donc on a interviewé des employés de différentes entreprises en Suisse romande et en Suisse allemande un petit peu également. Tout secteur confondu? Tout secteur confondu. Ça va de la banque à la PME d'une dizaine de personnes. Et l'idée, c'était de voir comment est perçue l'IA, comment elle est utilisée, comment elle est implémentée dans ces différents types d'entreprises et de sociétés. Donc on remarque qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de règles unilatérales pour toutes les entreprises pour comment utiliser l'IA. Donc on en a, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une entreprise où il y avait une volonté en fait d'apprivoiser, c'était le terme qui était utilisé, donc investir de l'argent dans un, on va dire, chat GPT avec notre propre environnement pour pouvoir vraiment étudier la chose et voir les gains, comme on l'a dit tout à l'heure, les gains en productivité, mais également étudier les impacts sur les différents métiers de la société. On a remarqué également pour les entreprises un petit peu plus, on va dire, matures dans la mise en place de ces solutions d'IA, c'est qu'il y a une charte d'IA. Quelles sont les règles du jeu en fait? Quel est le cadre également? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Comment on le fait? Etc. Donc aujourd'hui, on a ressorti de l'étude, donc 2/3 des répondants nous ont dit quand même il y a une grosse boîte noire, on ne sait pas où sont nos données, on ne sait pas comment elles sont traitées, etc. Ce qui, suivant le type d'entreprise, peut poser des problèmes organisationnels, mais surtout juridiques et réglementaires. Alexander Barclay, à l'État de Genève, il y a une boîte noire avec toutes nos données. Vous pouvez répondre directement. Alors, en ce qui concerne les données de la population à Genève, l'avantage c'est que l'activité de l'État est encadrée par la loi. Et on a besoin d'un cadre légal qui nous autorise au traitement des données. On a une loi cantonale sur la protection des données et la transparence, la LIPAD, qui a récemment été revue suite à une révision totale de la loi fédérale sur la protection des données, la LPD. Donc on a un cadre très, très contraignant, effectivement. Je crois que le point auquel vous faisiez référence, c'est effectivement le traitement par des outils externes et le risque qu'on peut avoir si des membres des équipes se mettent à utiliser des outils qui ne sont pas autorisés en réalité par l'organisation. D'où l'importance, et je crois que vous le mentionniez à l'instant, de pratiques effectivement de sensibilisation des équipes sur effectivement les opportunités qui peuvent exister. Les gens se rendent bien compte des opportunités, mais aussi les risques et donc les bonnes pratiques à accompagner, les outils, les formations qu'on doit mettre à disposition également. Ce sont des outils qui vont très très vite, qui sont obsolètes déjà en 2 mois. Comment est-ce que vous faites pour gérer, vous, Laura? Vous avez aussi un micro. Je pense qu'il y a aussi énormément de choses à dire, mais ok, faisons attention ils sont obsolètes, oui, ils évoluent très très vite, donc des fois de semaine en semaine, ce que je vous dis aujourd'hui dans une semaine, c'est pas vrai. Par contre, l'agilité cognitive que vous allez développer en utilisant ces outils va aussi vous permettre de basculer dans ces outils-là. Donc c'est des outils qui peuvent être obsolètes, mais plus vous allez rentrer là-dedans, plus vous allez pouvoir aussi faire face à cette obsolescence et puis naviguer de l'un à l'autre. Ça, c'est un enjeu aussi pour l'État. Je pense qu'on a un sujet. La vidéo que vous avez montrée en introduction a été très chouette et je vous en remercie. Il y a un point sur lequel je pensais que tu allais venir, mais que tu n'as pas évoqué, c'est l'anthropomorphisation. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout, lorsqu'on parle d'IA, c'est l'incarnation par le robot. Alors même qu'en réalité, ces systèmes, on gagne à les percevoir autrement, comme diffus. Beaucoup des outils qu'on utilise au quotidien sont déjà nourris par des algorithmes, par des logiques d'intelligence artificielle, mais nous influencent d'ores et déjà. Alors effectivement, pour raconter l'histoire, le robot comme ça sombre derrière, c'est un bon outil.
Un modèle que je trouve intéressant, une façon d'approcher ces systèmes-là, c'est ce concept de Jagged Frontier qui a été amené par Ethan Mollick. Est-ce que vous pouvez traduire, on me demande de bien traduire maintenant? Oui, une frontière qui est inattendue, qui est déstructurée, inattendue. Et avec la machine, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre d'outils sur son ordinateur, du calcul, où on met en entrée tels éléments et en sortie, on aura tels autres éléments. Avec ces modèles d'IA générative, vous avez une entrée qui ne se répète pas. Vous attendez de la machine qu'elle puisse vous faire un calcul, pas nécessairement qu'elle puisse vous faire une recette au chocolat en mode Charles de Gaulle. Eh bien, aujourd'hui, elle peut faire ça, par contre, le calcul, elle va peut-être l'halluciner. Et encore ça dépend dans le temps, ça évolue de façon très régulière. Il y a un enjeu de régulation là-dedans, dans tout ce que vous dites. On a vu les risques, donc il y a des limites, et des limites à délimiter. Ça paraît un peu bête, mais voilà, vous avez un vrai rôle pour délimiter tout ceci, cette question de régulation. Hier est sortie, donc on en parlait tout à l'heure, il y a une commission nationale qui se penche sur la création d'un chat ou d'une IA vraiment spécifique au gouvernement. Peut-être que l'État a aussi cette envie-là, ou peut-être vous, dans les connaissances et les clients que vous avez, cette souveraineté, c'est un réel enjeu aujourd'hui. C'est un réel enjeu, effectivement, vous avez raison, peut-être sur le point de régulation tout d'abord. On a toujours ce champ de tension entre l'envie de tout à fait cadrer et de réguler quand même en permettant de saisir les opportunités d'innovation, d'amélioration de services. Il y en a énormément. Si M. Lewis, le professeur Lewis qui était initialement prévu pour la table ronde était là, il pourrait vous parler pendant une demi-heure de toutes les opportunités qui existent dans le domaine de la santé, de la médecine, de l'utilisation de ces outils-là. Si on régule de façon trop contraignante avec des craintes qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont évidemment légitimes pour partie, eh bien on risque de se bloquer de certaines de ces opportunités-là. Le Conseil fédéral a annoncé au mois de février, me semble-t-il, sa grande orientation sur les questions de régulation de l'IA. Ensuite, son approche est de dire, tout d'abord, de proposer la ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe, donc quelque chose qui a une portée plus large que celle de notre seul pays, qui porte sur l'IA, la démocratie et les droits humains, donc qui pose un certain nombre de contraintes et de cadres qui devront être derrière déclinés dans le droit national. Et puis il privilégie dans la régulation en Suisse demain une régulation qui est aussi sectorielle que possible plutôt qu'une loi cadre générale sur l'IA. Il est attendu de l'administration fédérale qu'elle revienne vers le Conseil fédéral avec des propositions d'ici à la fin de l'année prochaine. Donc ça peut nous paraître loin et ne pas nous concerner, nous, ici, dans l'entreprise ou notre foyer, mais en réalité pas du tout. Ça nous... Alors, évidemment, je dirais non, pas du tout. Pour deux choses, il y a un enjeu de régulation. Je rappelle que légal veut pas dire éthique aussi. C'est pas parce qu'on régule qu'on fait les bonnes choses. Mais il y a surtout un énorme enjeu pour moi que la société civile s'empare de l'IA et puisse dire qu'est-ce qui est désirable avec l'IA et qu'est-ce qui est acceptable. Et pour moi, cet enjeu-là, il est beaucoup plus... Il n'est pas plus important, c'est pas vrai, mais il doit se faire en parallèle à la régulation. On doit arriver à inclure dans cette réflexion la société civile parce que, comme Alexander l'a dit, dans le domaine de la santé, il y a un potentiel énorme d'amélioration. Dans différents domaines, il y a un potentiel énorme d'amélioration. Mais il y a surtout le potentiel de repenser la société telle qu'on connaît aujourd'hui pour donner des alternatives. Le potentiel de dire mais comment on pourrait transformer le contrat social et le monde du travail pour que l'IA devienne un bien commun. Et ça, c'est pour moi un enjeu qui est majeur avec l'IA aujourd'hui. Vous dites de s'en emparer, mais qui est-ce qui peut s'en emparer réellement demain, à nos petits, moyens ou grands niveaux? Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer de ça dans la société civile? Est-ce que ça vient des managers, des responsables, des entrepreneurs, entrepreneuses? Alors, je pense qu'on peut s'en emparer, vous et moi, vous ici tous et toutes. Je prends l'exemple du canton de Genève, c'est-à-dire, nous, on est arrivés en tant que fondation en disant dans les services publics, on pense qu'il ne devrait pas y avoir d'intelligence artificielle sans les concernés. Les concernés, c'est ceux qui sont concernés par l'intelligence artificielle que le service public voudrait mettre. Et puis là, on a eu un premier écho de la part du canton de Genève en disant mais on est d'accord, donc ça nous a déjà surpris que les services publics soient d'accord, mais vraiment on est d'accord jusqu'à on va faire ces projets
On va amener ces ateliers qui s'appellent les ateliers Humania au bout, et puis on va écouter la société civile. Et on va regarder qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est désirable. Et je pense que là, il y a trois acteurs là-dedans. Il y a les services publics qui doivent embarquer les concernés dans l'IA. Il y a la société civile, moi en tant qu'individu faisant partie d'une société qui doit dire ce qui est acceptable et ce qui est désirable. Et nous, en tant que fondation, on a un peu le tiers garant qui dit voilà en fait le commun numérique qui se crée, voilà notre photo de qu'est-ce qu'on veut, qu'on soit à Genève, qu'on soit à Hongrie, on n'est peut-être pas dans les mêmes objectifs. Et voilà le tamis, quelque part, la boussole dans laquelle les IA doivent se mettre en place. Et vous sentez, alors vous, peut-être Jean-Jacques, cette société civile dont on fait partie, bouger. On voit qu'il y a beaucoup de conférences sur l'IA, mais on a aussi l'impression que c'est surtout quelque chose qu'on subit, un outil qu'on utilise comme ça pour faire des recettes au chocolat ou je ne sais quoi. Est-ce que vous sentez une mobilisation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA en tant que telle, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, donc même une cinquantaine d'années. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a eu une accélération de la prise de conscience dans les entreprises, en tout cas dans les entreprises que j'accompagne avec la société où je travaille, où on a, et c'est un bon réflexe, où on a le comité de direction qui se pose la question quels sont les risques, c'est quoi l'IA, quelles sont les opportunités, etc. Donc on parlait tout à l'heure de formation et de sensibilisation, je pense que ça c'est un point qui est important. Il faut qu'on puisse dégrossir un petit peu le sujet, expliquer, démontrer les cas. C'est vrai que là, sur vos téléphones portables, je pense que la plupart ont WhatsApp et on voit qu'il y a même, on peut même chatter avec WhatsApp, ceux qui ont Android, etc. Donc on voit que c'est partout, absolument partout, et ça devient même dans les véhicules. Je veux dire, on a des véhicules qui sont complètement, qui ont la possibilité d'être complètement autonome et conduire de manière automatisée. Par contre, là, effectivement, on a au niveau étatique des règles qui doivent être respectées, etc. Donc, il doit y avoir des règles du jeu qui doivent être posées. Alors là, on est effectivement en Suisse, on l'a dit tout à l'heure, loi sur la protection des données au niveau étatique, en tout cas pour le canton de Genève, on a la LIPAD. Et puis, on a à Genève, vu que c'est une ville internationale, et on a des groupes internationaux qui sont sujets des entreprises qui sont sujettes à la RGPD, donc à la loi de protection des données européenne, et puis j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, il faut jongler également avec tous ces écosystèmes. Et on voit que, typiquement au niveau de l'Union européenne, eux, ils ont déjà émis une directive sur l'IA, des questions d'éthique qui sont en train d'être mises en place. On voit qu'effectivement en Suisse, ça vient aussi. Après, on a le positionnement qui est peut-être différent. Puis on voit, si je compare avec, dans l'étude, on a pu faire la comparaison avec les États-Unis et la Chine. Là, sans surprise, c'est beaucoup plus ouvert sur l'IA et les potentielles déviances de ces technologies. Oui, puis en termes de budget aussi, je pense qu'on ne joue pas dans le même cours. Vous parliez de professeur Lovitz qui aurait dû être présent. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il nous en parlait et ça amène les deux autres temps de cette conférence sur l'éthique et l'innovation. Qui dit IA, argent peut dire aussi innovation. Tout d'abord sur l'éthique. Alors je me tourne vers vous, Laura Topmakov, vous êtes une référence maintenant pour l'IA éthique. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est au départ, de ce qui est éthique ou pas, s'agissant de l'IA? Alors, moi, si vous m'entendez utiliser le terme éthique, je pense que c'est un accident de ma part. Je ne l'utilise pas simplement parce que lorsqu'on parle d'IA éthique, c'est hyper abstrait pour la majorité des personnes. C'est genre, ok, qui ne voudrait pas une IA éthique dans la salle? Ça me semble un peu bizarre. Que vous soyez une entreprise, vous dites, oui, j'ai envie d'IA éthique. Par contre, c'est difficile de l'appréhender sous ce regard-là. Donc nous, on va vraiment parler d'intelligence artificielle alignée sur les droits fondamentaux. Pour moi, une intelligence artificielle, ou des intelligences artificielles, la condition sine qua non aujourd'hui, c'est que ce soit des intelligences artificielles responsables. Et responsable, là aussi, ça veut dire quoi? Et moi, ça veut dire que ces IA, elles ne doivent en tous les cas pas diminuer les droits fondamentaux et au mieux augmenter
représenter les droits fondamentaux. Et quand vous demandiez si, est-ce qu'il y a une sorte d'engouement du public, est-ce qu'on voit que les gens se bougent, je dirais jusqu'en novembre 2022 qui était ChatGPT, l'IA c'était des discussions dans des niches, et puis lorsqu'on en parlait c'était un peu extraterrestre. Est arrivé ChatGPT, et puis jusqu'à novembre 2024, il y a eu une sorte de... certaines s'y sont mis avec curiosité, mais très peu, on était de l'ordre des 10%, puis à chaque fois on était étonnés que pas plus. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais merci à Trump. Depuis novembre 2024, il y a eu deux choses qui se sont passées. Une première phase de sidération de tout ce qui s'est passé depuis novembre, des politiques de diversité qui s'enlevaient, de rendre la tech plus virile, etc. Et tout d'un coup, il y a eu une sidération dans la population où on a vraiment vu les gens qui disaient mais c'était un peu le syndrome du lapin dans les phares d'une voiture, quoi. En fait, c'est pas possible qu'on en arrive là, c'est pas possible, etc., etc. Et puis tout d'un coup, là, on sent, moi je sens depuis mars, vraiment tout d'un coup, les citoyens, citoyennes qui reprennent un peu et qui sont très, très, très preneurs et preneuses de dire, mais voilà, moi je veux maintenant pouvoir avoir ma voix dans ce débat autour de l'intelligence artificielle. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est vraiment une mobilisation citoyenne, citoyen, personnes concernées autour de « j'ai envie que l'intelligence artificielle fasse ça ». D'ailleurs, vous parlez d'intelligence hybride au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour nous, tous ces concepts d'intelligence hybride, c'est ce moment où en fait l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle collaborent ensemble pour dépasser les limites de chacune d'entre elles et on est avec une vision d'IA responsable, alignée sur les droits fondamentaux, d'IA pour le bien commun. Et ça, c'est absolument pas incompatible avec le monde économique. C'est vraiment comment, en fait, en Suisse, aujourd'hui, on a la possibilité de faire de ce pays, d'ici à 5 ans, le lieu sur la carte mondiale où l'IA responsable, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est développé et montre que c'est possible et compatible dans une résilience économique. Donc là, on est dans l'innovation. Je vous vois aussi Alexander Barclay. Vous avez... Laura nous apporte là un narratif, une histoire autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a un réel sujet globalement sur les narratifs, les visions du futur que l'on a avec l'IA. Bien entendu, beaucoup de ces histoires sont portées par des grands acteurs de la technologie qui amènent de réelles avancées considérables en la matière. Il y a des alternatives qui sont possibles, portées pour partie, effectivement, par ces mêmes acteurs. On sait que Meta, typiquement, met à disposition un modèle qui est présenté comme open source d'AMA, qui peut être repris par n'importe quelle organisation, ce n'est pas les seuls. Il y a les questions de tensions géopolitiques, il y a une émergence d'un modèle chinois, DeepSeek, mis à disposition également très largement, qui peut être repris. Donc il y a un narratif aussi de dire, finalement, on a besoin de toujours plus de fonds, toujours plus de données, toujours plus de puissance de calcul pour développer ces modèles-là, et c'est la seule façon, avec une logique de concentration qui est réellement la logique de certains acteurs technologiques où des alternatives sont possibles. Je voulais peut-être juste amener encore un autre point, qui est de dire, on parle des acteurs technologiques et de la technologie, il y a des usages en face. Et on a l'avantage d'avoir de plus en plus accès à des recherches à large échelle qui sont menées sur les usages de certaines de ces technologies, les impacts que ça peut avoir, des études à large échelle de, par exemple, l'utilisation de chatbots éducatifs comme tuteurs pour les enfants. Quel impact est-ce que ça a sur le résultat éducatif? Quels sont les principaux cas d'usage de l'utilisation d'outils de type ChatGPT? Une étude récemment publiée dans le Harvard Business Review nous indique que jusqu'à l'année dernière, on était sur les cas auxquels on pense, des gains en efficience, la production de résumés, le premier jet d'un email d'invitation à une réunion, etc. Donc on se rend compte, c'est que 3 des principaux cas d'usage cette année sont dans le domaine du soutien émotionnel. C'est sur travailler sur son life purpose, donc le sens de sa vie, un soutien émotionnel. Donc finalement, ChatGPT, là on s'est dit dans un premier temps que ce serait un assistant, une assistante pour le gain administratif, disons, dans son activité professionnelle, devient le psy ou le partenaire pour la réflexion sur les choix de vie qu'on fait. Et ça, c'est un mouvement qu'il est intéressant d'observer, de penser. On a beau voir tous ces cas d'usage, même dans nos organisations, la façon dont les gens s'en saisissent sont peut-être différents de ceux que l'on pourrait prévoir. Et donc il y a un risque à prendre
des applications comme notre psy, notre thérapeute. C'est quoi le risque de leur donner nos émotions? C'est qu'ils apprennent à ressentir plus tard? Alors, je pense que le principal risque réside dans qui est-ce qu'il y a derrière. Si on commence à donner des données de nous, très très vite, on a toutes et tous l'impression qu'on est unique et puis que notre psychologie est très difficile à cerner, mais en fait pas tellement. Donc très très vite, ces modèles apprennent qui nous sommes, qu'est-ce qui nous trique, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous donne ce genre de comportement et comment on peut le bouger. Donc le risque, il est principalement qui c'est qu'il y a derrière. C'est des outils qui sont surpuissants. Hein. Le soutien psychologique en 2025 par l'IA, c'est la première utilisation aujourd'hui que font les gens avec. Et ça marche sacrément bien. Il ne faut pas vous dire que oui, non, mais les humains, mon psy, mon thérapeute, ça marche super bien par le fait que toujours présent, par le fait qu'elles ont appris sur des modèles de thérapie, etc. Donc le risque là-dedans est à qui va appartenir la conquête de mon cerveau? Est-ce que c'est à Google, Meta? Et si la conquête de mon cerveau, je la donne à ces modèles-là, c'est pas bien ou mal. C'est des modèles qui sont capitalistes, qui sont orientés vers le profit. Il faut peut-être réfléchir à des alternatives à ça et comment ces modèles en fait peuvent aussi apprendre et le bénéficier en tant qu'individu. Donc le risque c'est vraiment autour de à qui ça appartient. Par exemple, le ciblage des publicités à un moment sur Facebook dans un autre temps, j'ai l'impression que 2009 c'était il y a 125 ans, ils allaient nous montrer des publicités. Donc tout ça, c'est déjà même le Moyen-Âge, le ciblage des publicités. Là, c'est vraiment, ils vont savoir qu'en fait le lundi à 14h, je suis déprimée complet ou je ne sais pas. Et donc là, vous dites qui est derrière, c'est quoi le risque de ces gens de ces volontés derrière, c'est de continuer à orienter les comportements et in fine, je vois que la publicité, enfin quelque chose qui amène de l'argent. Ils ont envie de faire du profit dessus, en fait, simplement. Oui, c'est faire du profit sur nos émotions, c'est ça. On pourrait même... Je crois que ça marche. Ça marche, ok. On pourrait même s'imaginer que fassiez un prompt dans le chat GPT en disant aujourd'hui je ne me sens pas très bien, qu'est-ce que tu me recommandes? On pourrait même s'imaginer des réponses dirigées, c'est-à-dire vous prenez tel médicament, alors que peut-être la ChatGPT, comme on l'a dit, hein, ça reste une entreprise privée qui a un objectif de faire du chiffre, pourrait très bien influencer et diriger vers telle solution, tel service ou tel produit. Ça... C'est très flippant ce que je voulais dire. Ceci dit, c'est ce qui existe déjà, simplement, tout est plus poussé. Mais je vais juste faire une précision. L'IA n'apporte aucun nouveau problème à la société. Quand vous dites c'est très flippant, le médecin qui derrière a des lobbying de pharmaceutiques et qui viennent tous les mois lui vendre son dernier médicament, lui donner plein d'échantillons pour que vous donniez, c'est la même chose. L'IA ne fait qu'amplifier les problèmes sociétaux qu'on n'a pas réglés. Maintenant, on a un filtre de quelqu'un, justement, on a le lien humain de quelqu'un, un médecin qui est là pour nous dire ou non et nous orienter qui peut être dans un conflit d'intérêt. Là, ce côté amplifié qui est critique. Vous parliez de l'usage et de ce qui est entraîné automatiquement par des IA. J'ai lu la semaine dernière, ou peut-être lundi, dans la Tribune, je crois, que des sites de pédopornographie explosent du fait de l'IA. Donc il y a des IA qui s'auto-alimentent et qui alimentent comme ça des sites avec des images virtuelles de pédopornographie. Donc là, c'est le moment un peu triste. Après, on aura des solutions, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il faut aussi savoir ça. On parle d'esprit critique et de discernement dans cette table ronde. C'est comment nous, individus, administration publique, mais société, on peut travailler à ça. Donc c'est avoir conscience de tout ça. De ce qui peut être fait derrière. Oui, alors là, je vais reprendre quelques exemples donc, sur les aspects risques. Effectivement, là, on parlait typiquement de génération de vidéos et plus d'images. Et là, on voit que des banques même se sont fait escroquer. Par exemple, il y avait dans une banque à Hong Kong une réunion entre un CFO et son conseil d'administration, son comité exécutif, pardon. Il pensait faire la réunion avec ses collègues et son directeur général. Or, ce n'était que des avatars, mais qui avaient repris en fait la forme et la voix de ses collègues.
Et malencontreusement, ils ont transféré quand même 20 millions de dollars. Donc là, ils pensaient réellement. C'est peut-être se poser la question, effectivement, sur les mimiques qu'on peut avoir de nos amis ou de nos collègues. On pourrait également avoir des questionnements sur est-ce que c'est véridique. Ce qui m'a demandé pourquoi, souvent parce que les hackers ou les fraudeurs, il y a toujours cette question de l'urgence. Mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, dernièrement, encore, c'était la semaine passée, tentative de fraude via WhatsApp avec une vidéo qui était très bien faite d'ailleurs, mais qui a quand même titillé la personne, puisque au moment de transférer l'argent, heureusement, le compte a été bloqué par la banque. Et voilà, c'était une merde et ça crie quand même. Ah oui, donc il faut être au courant de ça, non pas pour vivre dans la peur, mais au contraire pour construire une autre société. Alexandre ? Essentiellement, l'arnaque au président qui existe depuis un certain temps. Je pense qu'il est utile pour vous de sensibiliser vos équipes à ces questions-là, d'y être particulièrement sensible soi-même, bien sûr. Il y a tout un ensemble de biais que l'on peut avoir, de biais cognitifs sur lesquels c'est pratique, c'est une industrie finalement, la cybercriminalité s'appuie, notamment de se dire, voilà, quand je reçois quelque chose d'inquiétant, je prends 10 secondes, je réfléchis, je compte jusqu'à 10 et ensuite je me dis, est-ce que c'est crédible, est-ce que vraiment c'est le type de choses, comment est-ce que je peux vérifier, parce que les canaux habituels qu'on a de la vérité, eh bien, ils sont en train d'évoluer à toute vitesse, et donc il faut juste quelques secondes de la voix de quelqu'un pour pouvoir générer sa voix de façon artificielle et donc de vous faire un appel qui vient de vos enfants, qui vous dit qu'il a été kidnappé, qu'il a besoin d'avoir un versement de temps. Enfin, voilà, c'est des phénomènes qui existent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Genève, la police cantonale suit de façon particulièrement attentive l'évolution technologique et la façon dont c'est utilisé par les criminels pour protéger au mieux la population et tirer avantage des outils qui sont à sa disposition. Bien entendu. Peut-être justement, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Laura, finalement, on est beaucoup sur des sujets qui sont en réalité anciens. Sur le fond, la question, c'est celle du libre arbitre. Et ces outils-là permettent aussi une forme de redistribution du savoir. Donc sur le positif, on a accès désormais, en quelques instants, à une somme de connaissances qui est quand même prodigieuse. C'est finalement le coup du marteau. On peut s'en servir pour accrocher une magnifique photo de sa grand-maman, on peut s'en servir pour se taper dans le pouce parce qu'on a raté le clou, ou alors blesser sa grand-maman qui était juste derrière sans faire exprès. On ne le souhaite pas. Est-ce que vous travaillez ensemble, vous disiez, donc il y a ce projet Human IA. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? J'ai cru comprendre que c'est répondre à une envie de retourner au guichet, quoi, et d'arrêter un peu ce qui est virtuel et d'avoir plutôt une présence physique. Alors peut-être en deux mots pour introduire le sujet. Donc effectivement, le retour au guichet, à Genève, on a un cadre légal et même constitutionnel qui prévoit que l'accès aux prestations en ligne est développé. On cherche à développer, c'est une priorité du Conseil d'État sur la législature, d'aller vers une logique de once only, c'est-à-dire de demander un document, une donnée qu'une seule fois à la population, aux entreprises, pour simplifier les démarches administratives, donc éviter le phénomène de prendre un document d'un guichet puis aller l'amener à une autre administration. Ceci étant posé, il y a dans la loi la disposition que ces démarches en ligne sont facultatives. Et donc ce que cela veut dire, c'est que l'État, le secteur public, de façon générale à Genève, doit offrir une alternative au canal numérique qui peut simplifier les choses, qui est prometteur de gains en efficience à la fois pour la population, les entreprises et pour l'État en réalité. Et c'est même inscrit désormais depuis juin 2023 dans la Constitution cantonale, lorsque la population genevoise a voté l'introduction d'un nouveau droit fondamental, le droit à l'intégrité numérique. Et parmi les sous-droits de ce droit à l'intégrité numérique figure justement le droit à une vie en ligne. C'est un sujet sur lequel on sent qu'il y a une demande ou des attentes de la population d'être protégée face à un monde qui change vite dans toute plein de dimensions, notamment technologiques, mais un souhait d'être protégé, d'avoir une certaine assurance que son intégrité numérique, innovation juridique en réalité, qui sera donc précisée par la jurisprudence au fil du temps, soit défendue. Et donc dans cette logique-là, on a fait le choix au niveau de l'État de Genève d'appuyer le projet porté par la Fondation Impactia d'Human AI qui vise à effectivement mobiliser la population pour essayer de comprendre quels sont précisément sur des cas d'usage précis par rapport à des politiques publiques particulières les critères qui ressortent d'un panel de citoyens d'acceptabilité, de désirabilité du recours à l'IA pour accéder à des prestations publiques finalement.
comment est-ce que les gens aimeraient pouvoir utiliser ce type d'outil-là pour demain accéder à des prestations publiques. Aimerait l'utiliser ou pas. On a aussi le droit. Alors, en tant qu'entreprise, c'est délicat. On est au Merlin Economic Forum, donc on parle aux entreprises, mais nous sommes des individus des entreprises. On a aussi le droit de ne pas l'utiliser, peut-être pour X raisons. On peut avoir une raison peut-être écologique. On a une question. On va bientôt passer au moment des questions-réponses, mais je vois qu'une requête ChatGPT donnée par Anonymous utilise énormément d'eau. Le coût écologique de l'IA, est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que vous avez des données à nous fournir, et est-ce que ce sont un risque qui interpelle les gens, ce coût écologique? Alors de mon côté, effectivement, c'est une question qui est très intéressante, et puis que j'ai essayé de chercher des réponses, des chiffres, et je n'ai pas trouvé des chiffres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même plus large que juste un serveur ChatGPT, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de communication, tout est interconnecté, etc. Alors c'est vrai que c'était il y a peut-être 2 semaines, les États-Unis annoncent un gros programme d'implémentation de nouvelles centrales nucléaires pour assurer effectivement les centres de calcul, etc. Centres de calcul, plus ils sont grands, plus ils sont puissants, plus il faut les refroidir. Donc, vous voyez. Et puis, c'est vrai qu'on a besoin, donc s'il y a plus de puissance, on a besoin de réseaux de communication plus puissants. Donc en fait, c'est un petit peu exponentiel aujourd'hui. Donc, il y a un effet boule de neige. Après, il y aura des effets collatéraux, effectivement. Comment assurer le côté fourniture électrique pour ces centrales, etc. Donc on a vu de temps en temps, il y a des coupures sur des réseaux comme WhatsApp ou d'autres gros players. Et on voit que c'est vite pas juste un pays qui est impacté, mais vite toute une région ou un continent ou même mondial. Donc ça, c'est des questions qui se posent. Mais en termes de consommation, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais moi, je ne les ai pas trouvés. Alors, il y a pas mal de chiffres, c'est un peu, je trouve que la clarté là-dessus, elle est encore pas suffisante. En tout cas, moi, j'arrive pas à m'y prononcer. Ce sur quoi j'arrive à me prononcer, c'est que c'est pas la même chose de former une IA, où ça prend énormément de quantité de data center, etc. C'est vraiment la formation de l'IA. Une fois qu'on l'a formé, c'est comme si on prend ce cerveau, puis on va lui faire de l'inférence, c'est-à-dire on va le déployer sur tout mon antenne. Et ça, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Si je vous prenais le chiffre que j'ai plus ou moins scientifiquement prouvé, validé par le PFL, par Marcel Salaté, qui est une ponte là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites une centaine dans la journée d'interaction avec ChatGPT, ça prend l'énergie d'une bouilloire pour laquelle vous feriez votre thé, en fait. Donc, on est dans ces énergies-là pour une centaine. Je pense qu'il y a 2 questions là derrière. C'est on l'utilise à quoi qui a du sens, l'IA. Et puis la deuxième question, c'est aussi est-ce que c'est une technologie qui finalement va nous amener vers des solutions qui sont bénéfiques pour l'humanité, et que cette technologie ne va pas diminuer dans son danger énergétique, je ne sais pas comment le dire. On a vu ça avec les cellules photovoltaïques où au début elles étaient très très énergivores en termes d'énergie grise, et puis finalement la technologie s'étant améliorée, on a maintenant une très très bonne rentabilité. Donc ça va être cette pondération qui n'est pas simple. Moi j'ai pas de chiffres où je peux vraiment aller les yeux fermés d'un côté ou d'un autre aujourd'hui. On pourra aller en chercher. Il y a encore un moment de réseautage, et donc la personne qui a posé cette question pourra peut-être venir vous voir, ou en tout cas on pourra essayer de trouver la réponse. Pour les gens qui ont un ordinateur devant eux ou un téléphone, quelque chose qui peut être utilisé, c'est un outil développé par Betagour en France qui s'appelle Compare IA. Et qui vous permet, l'idée c'est de vous montrer comment 2 LLM peuvent être différents. Il vous montre donc 2 résultats à une même requête en utilisant 2 modèles différents. Et il vous indique également la consommation énergétique effectivement de ces 2 modèles. C'est intéressant pour orienter ses propres choix. Oui, parce qu'Esprit Critique initialement, c'est aussi se rendre compte de son utilisation et aller vers une utilisation un peu plus raisonnable. Alors on a une IA nous aussi à Mérin qui s'appelle Denis Lechter, qui s'occupe donc de Slido notamment. Merci pour vos questions.
questions. Denis, je ne te vois pas, je sais que tu es là. Telle une présence intelligente qui nous regarde. Est-ce que tu as une question en particulier que tu souhaites nous partager? Est-ce qu'on peut aussi passer un micro dans la salle pour avoir peut-être le son de la voix d'une personne du public? Peut-être en attendant d'avoir une question, une main qui se lève. Denis, il y a une... Alors, il y avait une question par rapport aux usages dans les entreprises et comment est-ce que les entreprises peuvent adapter leurs pratiques d'intelligence artificielle, de marché de veille dans un environnement où les signaux sociaux sont de plus en plus corrompus par les bots. Ça devient très philosophique et ça nous questionne aussi par rapport aux sources d'information auxquelles on a accès. C'est la question retenue par Denis. Donc, les signaux sociaux sont de plus en plus corrompus par des bots. Vous l'avez un peu dit, on a des choses qui nous arrivent et qui sont fausses. Et là, la question est disparue. Donc, et bien là, je sèche. Par rapport à ces signaux et J'essaie peut-être de réinterpréter la question si je l'ai bien compris, puis Denis, vous me corrigerez, ou la personne qui a posé la question, c'est finalement, comment est-ce que je mets le pied à l'étrier sur ces questions-là si je gère une entreprise? C'est comme ça que je le comprendrais peut-être. Et j'en profite pour saluer le travail des collègues du département de l'économie qui ont publié un guide entreprise et numérique sur l'IA justement. C'est un guide qui se trouve en ligne, qui est assez accessible, qui fait une quinzaine de pages et qui présente réellement des cas d'usage concrets de l'utilisation de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les questions que je dois être amené à me poser pour mon entreprise aujourd'hui? Des lignes directrices qui devraient être mises à disposition également, qui peuvent servir de modèle au sein d'une organisation. Il y a des formations qui sont offertes, qui sont financées par l'État de Genève, qui sont dispensées à la Haute École de Gestion, à la HEG. Tous ces éléments-là, vous les trouvez sur le site internet de l'État de Genève. L'idée, c'est que l'entreprise réalise une veille concurrentielle. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr de l'information Alors pour moi, l'entreprise, son premier pas, ça va vraiment devoir être d'acculturer ses collaborateurs, collaboratrices et de mettre les pieds à l'étrier en faisant ce qu'on appelle des bacs à sable. C'est choisir un premier projet IA, non pas parce que vous avez envie de faire un projet IA, mais pour le comprendre de l'intérieur avec les mains sous le cambouis. Et c'est à partir de là que vous allez voir émerger tous vos défis au sein de l'entreprise. C'est parce que tout d'un coup, ça va soulever beaucoup de questions, ça va soulever beaucoup d'interrogations, peut-être des gens qui vont avoir peur, qu'il va falloir amener à réfléchir là-dessus. Donc c'est vraiment formation. Et après, on essaye. Ou pendant, on essaye. Merci. Je vois encore des questions. Est-ce qu'il y a une question en attendant dans la salle? Oui, devant, s'il vous plaît, le micro. Et ensuite, je dirai la deuxième question. Très géopolitique et assez intéressante sur les conflits actuels. Bonjour, Catherine Potin. J'aimerais poser une question à Laura. Vous avez parlé tout à l'heure sur l'éthique, vous avez utilisé le mot de responsabilité, d'alignement, de bien commun. Comment pourriez-vous traduire ces mots, qui sont probablement que des mots, en concret? C'est-à-dire comment est-ce qu'on aligne sur quoi et comment est-ce qu'on obtient ce fameux quoi? Qu'est-ce qui est acceptable? Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Alors concrètement, si on prenait les 30 droits fondamentaux de la population, simplement regarder, ok, je suis dans une entreprise, je veux développer une IA qui, alors ça c'est un peu la mode, qui identifie les fraudeurs. Ça, c'était la mode d'avant. Ok, est-ce que si on a une IA qui identifie les fraudeurs, disons qu'à l'assurance sociale, est-ce que c'est vraiment là où on a envie de mettre une intelligence artificielle et comment cette IA elle pourrait aller à l'encontre des droits fondamentaux? Et si on fait ce premier simple timing et ce premier simple boussole avec l'idée qu'on soit une entreprise des services publics ou qu'on soit une entreprise complètement privée, et ben on va arriver à se dire attention, là il y a des vigilances, mon IA que j'ai envie de faire pour être plus résilient, plus performant, etc. à ces risques-là. Est-ce que je peux diminuer ces risques? Comment je peux le faire? Et puis à ce moment-là, on va avancer de cette façon-là, de façon vraiment très concrète en fait. Et vous nous conseillez de réunir des équipes différentes, les différents départements des entreprises, c'est peut-être aussi ça pour alors, non seulement les différents départements de l'entreprise, mettez surtout pas des informaticiens entre eux et laissez les faire parce que ça ne marche pas. Mettez pas non plus quelqu'un du juridique et dire avec les informaticiens du juridique ça va marcher parce que ça marche toujours pas, mais c'est vraiment prendre les concernés, c'est-à-dire que dans l'entreprise vous avez
des personnes experts métiers, mais vous avez peut-être aussi des clients, parce que peut-être votre IA, elle va juste être, vos clients sont les personnes de l'entreprise, donc il faut les prendre avec dès le début. Et si vous avez des clients extérieurs, il faut les prendre avec dès le début, parce qu'autrement, vous vous retrouvez à avoir développé des IA qui sont censés vous aider, dont la perception risque de ne pas être de la fiabilité par des clients et qui ne va pas être utilisée. Ça, c'est une très très mauvaise utilisation de vos ressources. Et dans un cadre artistique, peut-être que des équipes, on l'a entendu tout à l'heure, ne seraient pas d'accord de créer des choses uniquement avec l'IA. Enfin, c'est vraiment aussi mettre un peu tout le monde d'accord autour de la table. Alexandre ? C'est des équipes effectivement pluridisciplinaires avec les premiers concernés. Ce qu'on peut peut-être aussi souligner, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs informaticiens ont un intérêt pour ces questions-là. Parce qu'ils prennent pleinement la mesure des impacts que ces systèmes-là peuvent avoir sur la vie des gens. Donc il y a un appétit aussi des personnes les plus techniques dans les organisations pour ce type de questions-là. Et on parlait tout à l'heure des questions de régulation. Je mentionnais une convention cadre du Conseil de l'Europe, donc c'est un document contraignant multilatéral pour les États qui le signent. C'est vrai qu'entre ces grandes intentions-là et un projet informatique au sein d'une organisation, il y a tout un travail de concrétisation de ces frameworks, de ces grandes intentions. Ce travail est en cours. Il y a un ensemble d'instituts de recherche qui travaillent à donner finalement aux personnes qui concrètement développent ces systèmes-là une grille d'analyse pour qu'elles puissent appliquer sur leur projet concret comment on met en œuvre des conventions cadres de droit international. Et ça, ce sont des documents qu'on peut se procurer ou des études qu'on peut... Oui. En particulier, je pense que les travaux de l'Institut Alan Turing au Royaume-Uni sont particulièrement intéressants sur ces questions en lien avec la convention cadre du Conseil de l'Europe. Et puis vous parlez aussi des artistes, la place des artistes. Depuis 2021, la Fondation a co-créé le IA Festival. C'est un laboratoire d'exploration au travers de l'art et de la culture de l'impact de l'IA sur la société. Ce qu'on voit, à chaque fois, on invite 10 à 12 artistes internationaux, militants, technophobes. C'est un peu un des critères, s'ils doivent pas aimer la technologie. Et ce qu'on voit au bout de 40 artistes qui sont passés, si vous avez un peu envie de voir un peu l'expérience du IA, vous montez en Chimère, notre entité multimodale qui s'est créée avec le IA Festival, qui a appris de tous ces artistes. Et ce qu'on voit, c'est que les artistes, ils partent du IA à chaque fois avec la même chose, en disant « Waouh, le chemin de créativité où je me suis retrouvée à être amenée dans cette collaboration inter-entité est un chemin de créativité que je n'avais pas soupçonné. » Donc on voit que les artistes, il y a aussi une façon de collaborer avec ces entités non humaines qui peut être très pertinente. Ou pas, mais ça devient des choix, ça ne va pas être des termes. Ça, c'est un choix. On peut aller voir cette chimère au village des entreprises. Et nous avons une micro-minute pour une des questions. Sylvia apprend et connaît le fonctionnement de l'humain aussi bien. Est-ce qu'il peut prévenir ou en tout cas influer directement ou indirectement l'issue d'un conflit? C'est plus géopolitique, mais ça revient. Tout à l'heure, vous parliez des monopoles, Google, WhatsApp, Trump. Je veux peut-être saluer le fait qu'à Genève, on a un bel écosystème académique. Il se trouve qu'on a quelques chaires sur la diplomatie computationnelle, si je me souviens bien, à l'Université de Genève, qui mènent typiquement ce type de projet à l'Université de Genève et au Graduate Institute, où effectivement la question de comment on augmente les négociations internationales, notamment dans le cadre de conflits, à l'aide d'outils d'IA. Je regarde en même temps le timer, vous avez été très rapide sur cette réponse. Une seconde, peut-être juste rebondir sur le propos de Laura tout à l'heure par rapport à la question de la formation. Elle a mentionné en fait ensuite le fait qu'il fallait expérimenter à tous les niveaux de l'organisation, mais ensuite partager sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et au sein de votre organisation. Et on ne peut que saluer le fait que la ville de Melun organise ce forum aujourd'hui sur le thème de l'IA. C'est vrai que c'est un espace privilégié pour partager entre pairs aujourd'hui, tout à l'heure, pendant l'apéritif, mais potentiellement constituer des groupes d'échange dans la durée pour dire voilà, qu'est-ce que tu as testé toi au sein de ton organisation, qu'est-ce qui a marché, à quel niveau, quels sont les retours des équipes. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait aussi au sein de nos organisations qui sont d'une certaine taille. Et c'est un cycle, on parle de mobilisation de la société civile, c'est-à-dire d'Alain avec l'apéritif, qui sera un peu plus tard, d'aller et de documenter peut-être ce qui va être aujourd'hui, pourquoi pas dans ce forum. Et en parlant d'éducation,
on a aussi un rôle de parler aux nouvelles générations, aux plus jeunes, aux ados. On parle toujours de TikTok et puis de leurs pouces qui font comme ça sans fin. Est-ce que plus tard on aura des pouces bioniques, je ne sais pas, mais en tout cas, eux, vraiment, il faut leur apprendre tout ça. Je serais juste attentive parce qu'en général, on adore dire oui, on a un rôle d'éducation avec les jeunes, on a déjà un rôle d'éducation avec nous. Oui, mais après, si nous, on a une bonne acculturation là-dessus, on pourra aussi relayer ce rôle. C'est pas juste les jeunes. Et nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre des jeunes et leurs usages de ces outils. Monsieur Pallas, est-ce que vous avez un dernier mot aussi pour clore cette table ronde, esprit critique, discernement et usage raisonné de l'IA? Non, je pense que tout a été dit. Donc la formation, la sensibilisation, la démonstration, le partage de connaissances. Je pense qu'on est dans cette phase-là. Et puis c'est très bien que la ville de Navon organise ce genre d'événements. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres événements de ce genre dans le canton de Genève. Ça va être aimé, merci. Merci à tous. On peut vous applaudir, merci. C'est que, bien évidemment, comme dans un couple, puisque c'est la métaphore de la journée, on ne peut pas se reposer uniquement sur soi que sur l'autre. C'est bien sûr avoir un esprit critique et de la vigilance. J'ai entendu le mot prudence et le mot vigilance. Donc cet après-midi de table ronde et également d'atelier est terminé. Place à la soirée du Mérin Economic Forum. Je vous retrouve à partir de 18h pour notre ultime conférence IA, je t'aime, moi non plus. Demain, est-ce que nous serons à niveau complice avec ces fameuses machines? Eh bien, à tout à l'heure. D'ici là, je vous invite à vraiment profiter du village des entreprises, voir les chimères et puis tester. Il y a plein de choses à tester. À tout à l'heure.